Aventure à Paris, l'histoire d'Amanda. L'été dernier, environ 20 étudiants de mon université, y compris moi-même, avons participé à un programme d'études à l'étranger en France. Nous avons passé une semaine à Paris avant de nous diriger vers la ville où se trouvait l'université. La plupart du groupe a obtenu un accord de volume de groupe pour Paris via l'université, tandis que d'autres ont volé séparément. La seule exigence était que nous devions être à Paris le jour où nous devions partir pour notre université. La plupart d'entre nous sont arrivés le 3e jour de notre voyage à Paris, sauf mon amie Amanda. Naturellement, nous étions tous inquiets pour elle parce que son téléphone ne fonctionnait pas. Elle devait nous mettre à jour via Facebook chaque fois qu'elle pouvait se connecter à un Wi-Fi gratuit, ceux qui n'étaient pas très fréquents. Son volume avait été annulé environ 6 fois. Un autre jour est passé et nous n'avions toujours pas de nouvelles d'Amanda. Nous étions tous vraiment angoissés à ce moment-là, car nous ne pouvions même pas la contacter. Au 5e jour, nous n'avions toujours aucune nouvelle d'elle. Nous avions tous une excursion à vélo prévue dans la ville ce matin-là et une promenade en bateau sur la rivière cet après-midi-là. Nous ne sommes donc pas revenus à l'hôtel avant environ 7 heures du soir. Quand je suis arrivé, Amanda dormait dans notre chambre. Bien sûr, on nous avait assigné des compagnons de chambre. Je l'ai réveillée et lui ai demandé où diable elle avait été. Elle m'a raconté que, lorsqu'elle est finalement arrivée à l'aéroport, elle était épuisée et sans argent. Elle avait eu plusieurs escales et avait essentiellement dépensé tout son argent en nourriture. De plus, sa carte bancaire ne fonctionnait pas. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'aéroport Charles de Gaulle, il est énorme. À moins que vous n'ayez une carte ou ne compreniez parfaitement le français, vous vous perdrez. Elle est donc arrivée là, perdue, sans argent, fatiguée, affamée et portant 3 grands sacs. Assise dans le terminal, elle a dit qu'un homme séduisant s'est approché d'elle et a commencé à lui parler en anglais parfait. « Vous avez l'air fatigué, avez-vous besoin d'un taxi pour votre hôtel ?» Premier signal d'alarme, quel chauffeur de taxi sort de sa cabine et marche jusqu'à l'aéroport pour trouver un passager. Sans réfléchir, elle a dit « Oui, merci, je suis épuisée. » Il a souri, a pris un de ses sacs les plus lourds et lui a dit de le suivre. Elle l'a fait et il l'a emmenée à un ascenseur. Deuxième signal d'alarme, elle était déjà au niveau de la rue, là où partent tous les taxis. Elle est entrée et il a appuyé sur le bouton du niveau du sous-sol. Il a pris son téléphone avant que l'ascenseur ne s'ouvre et a commencé à parler en français, qu'elle ne comprenait pas bien car c'était du jargon. Elle a commencé à avoir peur lorsque les portes se sont ouvertes. C'était une zone de service destinée aux employés de l'aéroport ou quelque chose comme ça, pas pour le stationnement des passagers ou la prise en charge des taxis. C'était humide et sombre, et comme elle l'a dit, littéralement sorti d'un film d'horreur. L'homme est sorti de l'ascenseur en premier et s'est retourné vers elle, souriant, disant « Allons-y » en français. Elle a fait quelques pas et a vu dans le coin le plus éloigné de la zone le coffre d'une camionnette verte sans marque, sans plaque d'immatriculation, ouvert, et un type énorme et laid du Moyen-Orient est sorti du siège du conducteur. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle était en danger, mais ne voulait pas alerter l'homme souriant qu'elle était sur le point de s'enfuir. Il n'y avait personne en vue, donc crier serait inutile. Mais la porte de l'ascenseur était encore ouverte. Elle a rapidement placé un de ses sacs au milieu de l'entrée de l'ascenseur et a dit à l'homme souriant qu'elle avait besoin de son portefeuille qui était dans le sac qu'il portait. Il l'a regardée sévèrement pendant 1 minute, mais a marché vers elle et lui a donné le sac. Elle m'a dit qu'elle l'a poussé au sol avec le poids du sac et est retournée à l'ascenseur aussi vite qu'elle le pouvait. Il s'est relevé et l'a poursuivi. Elle a pressé chaque bouton sur le panneau de l'ascenseur. Les portes se sont fermées juste quand il l'a atteinte et elle pouvait l'entendre frapper alors qu'elle montait de nouveau au niveau de la rue. Elle est arrivée à la zone de prise en charge des taxis et a commencé à pleurer. Un policier s'est approché, elle lui a raconté ce qui s'était passé et il l'a emmenée à l'hôtel. En chemin, il lui a dit que les hommes étaient probablement liés à un réseau de trafic sexuel et s'approchaient des jeunes femmes à l'intérieur de l'aéroport qui avaient des étiquettes sur leurs bagages indiquant qu'elles venaient des États-Unis, en supposant que les femmes américaines étaient plus confiantes. Une nuit inquiétante. Je devais un service à un bon ami du lycée, alors il m'a demandé d'aller chercher lui, sa mère et son jeune frère à l'aéroport et de les emmener à leur nouvelle maison un week-end. Ils avaient été à l'étranger pendant plusieurs mois et étaient en train de déménager à nouveau, donc ils avaient loué cette maison
au milieu d'un quartier vraiment mauvais, qui, je suppose, ne servait que comme un lieu pour stocker leurs affaires. J'ai attendu à l'aéroport pendant plus de 3 heures car leur volume avait été retardé. Vers l'heure où ils ont atterri, nous avons emballé leurs bagages et il était déjà presque 4 heures du matin. J'étais épuisé, mais je devais les conduire à leur maison, qui était à environ 45 minutes de distance, puis voyager une autre heure pour rentrer chez moi. Je me suis préparé mentalement pour un long voyage et j'ai bu une canette de Red Bull pour me donner un peu d'énergie. Alors que nous quittions le parking de l'aéroport, une petite voiture bleu foncé a commencé à nous suivre. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et elle est restée à une certaine distance. Cependant, j'ai remarqué, après avoir fait plusieurs mauvais virages, que cette voiture nous suivait toujours lentement mais sûrement. J'ai pensé que c'était une coïncidence étrange, mais j'en ai pris note mentalement. Finalement, nous nous sommes rapprochés de leur quartier, vraiment mauvais de la ville. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge et j'ai vérifié mon rétroviseur. 2 hommes, l'un avec une silhouette plus grande et l'autre n'arrêtait pas de secouer la tête comme s'il essayait d'enlever quelque chose de son cou. Ils avaient maintenant toute mon attention. Pourquoi diable nous suivaient-ils encore ? Pour une raison étrange, j'espérais que ce n'était qu'une coïncidence stupide et que mon cerveau privé de sommeil me rendait paranoïaque jusqu'à ce qu'ils nous suivent dans le quartier. Il n'y avait pas moyen. J'ai dit à haute voix, suffisamment fort pour réveiller mes passagers endormis. Je les ai mis au courant et ils ont ignoré, mais je n'allais prendre aucun risque. « Accrochez-vous », leur ai-je dit. Nous sommes arrivés à un stop et soudainement j'ai accéléré mon SUV. J'ai commencé à faire des virages brusques et, effectivement, ils essayaient de nous suivre. J'ai changé de rue rapidement et de manière répétée pour essayer de les semer. Une autre voiture venant en sens inverse les a fait freiner derrière moi, ce qui m'a permis de prendre de l'avance et de les perdre de vue. Une fois que cela s'est produit, j'ai fait quelques autres tours pour m'assurer de les perdre. C'était un grand quartier et je me suis garé dans une allée au hasard et j'ai éteint le moteur. 1 minute plus tard, la voiture est passée en rugissant dans la rue. Toute la famille est étendue maintenant, me disant simplement de rentrer chez moi. Je leur ai dit d'attendre 1 seconde. La voiture est passée de nouveau dans la rue plus vite qu'avant. J'ai attendu jusqu'à ce que je ne puisse plus voir leurs phares ni entendre leur moteur avant de rallumer le mien et de continuer vers notre destination. Beaucoup de tapes dans le dos de la part de la famille. Nous sommes finalement arrivés à leur maison et avons déchargé tous leurs bagages sans problème. Ils étaient morts de fatigue, mais j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller la maison jusqu'à l'aube pour m'assurer que ces types n'avaient pas retrouvé ma voiture. Je suis parti vers 8 heures du matin, prêt à retourner dans mon lit et dormir. Je ne dois plus de service à mon ami. Une rencontre inquiétante à l'aéroport. L'été dernier, ma sœur cadette et moi sommes allés rendre visite à des parents et amis hors de l'État. À ce moment-là, ma sœur avait 16 ans et moi 18. Pour donner un peu de contexte, ma sœur et moi nous ressemblons beaucoup, mais on me dit souvent qu'elle paraît plus âgée que moi, comme si elle avait une vingtaine d'années. Elle me dépasse de quelques centimètres. Nous sommes toutes les deux très bruyantes et exubérantes, surtout quand nous sommes ensemble. Nous sommes arrivés à l'aéroport local et bien sûr, nos parents se sont inquiétés, nous ont dit au revoir et nous ont laissé partir. Nous sommes allés à notre aéroport local, qui est assez petit comparé à la taille de la ville où nous vivons. Ma sœur et moi avons trouvé notre porte d'embarquement et avions au moins 1 heure d'attente, car notre volume avait été retardé en raison d'un atterrissage d'urgence pour quelqu'un à bord. Nous étions assises pratiquement seules. L'aéroport n'est vraiment pas grand du tout. Une fois passé la sécurité, on tourne à gauche pour accéder aux portes, avec quelques magasins et restaurants entre elles. Nous étions à la porte la plus proche des restaurants, avec quelques portes de plus après la nôtre, porte B et C, et évidemment, nous étions à la porte A. Nous étions assises seules. Notre volume n'avait vraiment pas beaucoup d'autres passagers, et nous étions extrêmement en avance de toute façon. Il y avait environ 150 sièges libres. J'étais assise par terre, en train de charger mon téléphone et de regarder Netflix, tandis que ma sœur était sur une chaise à côté de moi, faisant la même chose. Un type étrange, plus âgé, s'est assis juste en face de nous. Toutes les autres chaises autour de lui étaient libres. Il me rappelait le tueur dans le film Lovely Bones, sauf qu'il était beaucoup plus maigre, étrangement maigre. Ma sœur et moi étions en train de discuter tout en regardant nos programmes et en écoutant les annonces concernant notre volume.
Nous plaisantions et faisions des commentaires comme nous le faisons toujours, juste pour nous amuser. Presque tout. Ce que nous disions faisait rire ce type. Je veux dire, je sais que nous sommes assez drôles quand nous sommes ensemble, mais il riait de choses comme « Veux-tu de l'eau ?» ou « Ça prend du temps ?» comme si ce n'était même pas des blagues. Personnellement, je suis très alerte et je deviens facilement paranoïaque, surtout parce que je lis souvent ces histoires. Je suis toujours consciente de mon environnement, donc je gardais un œil sur ce type car il continuait à regarder ma sœur et moi, principalement ma sœur. J'étais sur mon téléphone en train de regarder Netflix quand, soudainement, ma sœur m'a envoyé un message pour me dire qu'elle pensait que ce type prenait des photos d'elle. J'ai été un peu surprise et sous le choc. Je lui ai répondu par message « Es-tu sûre ?» et elle a dit que oui. C'est là que mon instinct protecteur de grande sœur est sorti. Ma sœur et moi sommes extrêmement proches. Je donnerai ma vie pour elle et je ne tolère aucune bêtise. Elle non plus, et elle est très courageuse, mais je pouvais dire qu'elle avait peur. Dès que j'ai levé les yeux pour confronter ce type, il s'est levé et est parti. Il semblait sur le point de s'effondrer. Je me suis tourné vers ma sœur pour lui demander ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle était sur son téléphone et avait levé les yeux pour le voir avec son téléphone incliné directement vers elle. J'ai dit « Eh bien, peut-être qu'il ne prenait pas de photos », mais elle a dit qu'elle pouvait le dire juste par la façon dont il agissait, comme une adolescente essayant de prendre secrètement une photo d'un garçon mignon ou quelque chose comme ça, et qu'il n'était vraiment pas discret à ce sujet. Après en avoir discuté avec elle, j'étais en colère. Qui prendrait des photos d'une fille de 16 ans ? Je me suis levé et j'ai marché vers les portes dans la direction où était allé le type. Finalement, je l'ai vu appuyé contre la porte des toilettes, à côté des toilettes pour hommes et femmes. Je suis entré dans les toilettes pour femmes en essayant d'agir discrètement. Je jure que pendant que je rentrais dans les toilettes, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de son téléphone et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo agrandie du visage de ma sœur, c'était indéniable. Il a rapidement levé les yeux pour établir un contact visuel avec moi, a rangé son téléphone dans sa poche et est entré dans les toilettes pour hommes. Je suis immédiatement retourné vers ma sœur, lui ai raconté ce qui s'était passé et nous avons envoyé un message à notre mère, qui a été extrêmement effrayée et nous a dit d'informer les employés et de trouver un agent de sécurité. Nous avons continué à attendre qu'il sorte des toilettes, mais il ne l'a pas fait. Nous avons donc arrêté de chercher un agent de sécurité. La chose la plus étrange, en plus du fait qu'il prenait des photos, c'est que quand ma sœur et moi avons embarqué dans l'avion, l'homme ne l'a pas fait. Il n'est pas revenu à notre porte et n'était même pas sur notre volume. Il était donc juste assis en face de nous, prenant des photos de nous, pour aucune autre raison que d'être un fou. Rencontre inquiétante à l'aéroport. Une expérience terrifiante. En mai, j'allais en voyage à Jacksonville, en Floride. Nous avons dû faire une escale dans les Twin Cities. Pendant que ma grand-mère et moi attendions 3 heures, j'ai décidé d'aller acheter une pizza et du thé. Je ne suis pas familier avec l'aéroport des Twin Cities, principalement parce que toutes les fois où j'y suis allé, j'étais assez jeune. J'ai commandé un thé dans un kiosque et une part de pizza hawaïenne à l'endroit en face. Je me suis assis pour manger et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes emails et aller sur Tumblr. Environ 10 minutes plus tard, un homme qui ressemblait à Shaggy du film Scooby-Doo en live action s'assoit en face de moi et me regarde simplement. Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires et il a juste répondu « Je ne peux pas m'en empêcher, tu es si belle et j'aimerais te montrer la ville ». Je lui ai dit que j'étais mineur. Il a répondu « Personne n'a besoin de le savoir, allez, j'ai un chien que tu peux avoir ». Après cette phrase, j'ai couru vers les toilettes les plus proches et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Peut-être qu'il ne se rendrait pas compte que je m'étais caché dans les toilettes. J'ai pensé à moi-même que je pourrais simplement aller raconter à ma grand-mère ce qui s'était passé et elle s'occuperait de lui. Malheureusement, j'avais tort. Je suis sorti des toilettes seulement pour être accueilli par cette désagréable tête de hippie. « Où es-tu allé ? » ?»« Allez, maman est inquiète pour toi, » m'a-t-il dit. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. « Oh, ne sois pas idiote, ma chère petite sœur, maman nous attend, allons-y. » Je me suis rendu compte de ce qu'il faisait et j'ai décidé que le mieux était de crier et de dire « Éloigne-toi de moi ». Il a fait un geste pour que je baisse la voix. J'ai piétiné son pied et j'ai immédiatement couru pour informer la sécurité. Ils l'ont escorté hors de l'aéroport. Une rencontre effrayante à l'aéroport. Mon évasion inattendue. Je suis un homme de 20 ans.
et j'ai volé en Inde en novembre dernier pour rencontrer certains membres de ma famille. C'était la première fois que je volais seul en Inde, et malgré ce que ma famille me disait, je n'étais pas inquiet car je peux parler et comprendre l'hindi, bien que très mal. De plus, je pensais que mon apparence m'aiderait à m'intégrer car je pourrais passer pour un Indien. Nous avons atterri de l'aéroport international à l'aéroport domestique, une procédure standard. Bien que cela m'ait paru étrange qu'un aéroport aussi fréquenté ait un tel système, j'ai réussi à atteindre le bus. Maintenant, je sais ce que vous devez penser, que le bus devait être faux, mais ce n'était pas le cas. Je suis bien arrivé à l'aéroport domestique et en attendant de débarquer, j'ai vu quelques personnes habillées avec des uniformes d'aéroport vérifier les cartes d'embarquement des gens. J'ai donc tenu ma carte pour la montrer à l'homme et en la regardant, il m'a donné un regard perplexe. Il a scanné ma carte à nouveau et a déclaré que mon volume ne partait pas avant 4 heures, ce qui était vrai, mais je pensais me détendre à l'aéroport de toute façon. Il a dit que je devrais prendre un taxi et retourner à l'aéroport international, car on ne me permettrait pas d'entrer à l'aéroport domestique à moins que le départ ne soit dans moins de 2 heures. Évidemment, je n'allais pas payer un taxi pour retourner à l'aéroport et je ne comprenais pas pourquoi l'aéroport ne me laisserait pas entrer. Cependant, après avoir réfléchi à toutes les procédures étranges que les aéroports indiens avaient eues jusqu'à présent, comme devoir récupérer mes bagages à l'aéroport de Mumbai et les enregistrer à nouveau dans tous les sens, un fichu bus aller-retour au même aéroport et les lumières tamisées du terminal domestique, je pensais que cela pourrait être une autre de leurs irritantes particularités. J'ai accepté avec l'homme et j'ai marché avec lui vers le parking. Il se demandait d'où je venais et ce que je faisais en Inde, juste une conversation amicale pensais-je, mais j'étais trop fatigué et timide pour essayer de lui parler en hindi. Je continuais à lui dire que je ne paierais pas pour le taxi et que je n'avais pas d'argent sur moi juste pour m'assurer qu'il ne tenterait pas de m'escroquer. Il hocha la tête et me conduisit au taxi qu'il dit que je devais prendre. Maintenant, en regardant des films de Bollywood, je sais à quoi ressemblent les taxis de Mumbai. Ils sont jaunes et noirs et ont un modèle distinctif. Ce taxi était une voiture normale de couleur argentée, sans même une once de crédibilité pour passer pour un taxi à Mumbai. Autour du taxi, il y avait un groupe de types à l'air sinistre, tous me regardant d'un air sérieux. Je me sentais un peu inquiet et je reculais un peu pendant qu'ils parlaient entre eux. Heureusement, l'homme qui m'a conduit jusqu'à eux ne savait pas que je parlais hindi et il disait des choses comme « C'est un bonbon, nous allons nous amuser avec lui, tu en as amené un bon, assure-toi de ne pas le laisser partir ». Terrifié, j'ai commencé à transpirer et à trembler. Je sais qu'à la maison, les gens ont dit que j'agissais un peu efféminé et apparemment je flirtais sans le vouloir. Mais je n'avais aucune idée qu'un groupe d'hommes indiens avait un quelconque intérêt pour moi, à part peut-être obtenir de l'argent. Visiblement secoué, j'étais complètement sans voix et je n'avais aucune idée de comment sortir de cette situation. L'homme avait ma carte d'embarquement et la porte de la voiture était ouverte. Puis j'ai eu une idée. J'ai dit à l'homme en anglais « Puis-je acheter rapidement un café ? J'ai été assoiffé pendant si longtemps. » Il a affirmé que la police à la porte de l'aéroport ne me laisserait pas entrer peu importe combien j'essayais et que le mieux était de monter dans la voiture. J'ai insisté pour essayer d'entrer puisque j'étais vraiment assoiffé et ma voix a commencé à se briser de peur. Heureusement, je pouvais passer pour assoiffé. Ceux amis lui ont dit de me rendre ma carte d'embarquement et de me laisser essayer. Il me l'a rendue et m'a fait promettre de revenir après le café. Évidemment, j'ai accepté et je lui ai donné un sourire coquin en attrapant la carte et en marchant rapidement vers le terminal. Bien sûr, je ne voulais pas agir trop alarmé car ils auraient pu facilement me rattraper et me faire tomber. De plus, la police aurait pu être complice avec eux et me refuser l'accès. Heureusement, je suis arrivé au terminal et j'ai montré ma carte d'embarquement à la police. J'ai demandé si je pouvais entrer dans le terminal juste pour être sûr. Il a dit que bien sûr, mon volume partait de là et m'a dirigé vers la salle de départ. Je ne me suis jamais senti aussi reconnaissant de ma vie. J'ai respiré de soulagement en montant l'escalator et en passant le contrôle de sécurité pour m'assurer que la bande ne pouvait pas entrer. Il était environ 4 heures du matin à ce moment-là et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ce qui se serait passé si je n'avais pas pu comprendre l'hindi. Jusqu'à ce jour, je tremble en y pensant. Mon seul regret est de ne pas avoir informé la police lorsque j'ai été laissé entrer. Je pense que les nerfs ont eu raison de moi et j'ai ressenti de la méfiance envers tout le monde. De plus, les officiers de police indiens n'auraient probablement pas fait grand-chose pour m'aider.
Il m'aurait probablement dit de rester calme et de continuer mon chemin. Rencontre terrifiante à l'aéroport de Denver. En janvier, j'ai voyagé à Washington DC avec quelques amis très proches de la famille. Venant d'une ville d'environ 11 000 personnes et n'ayant jamais été dans une ville aussi grande que DC, j'étais terrifié à l'idée de me faire voler ou agresser. La télévision m'avait fait croire que les grandes villes comme celle-ci avaient des rues absolument pleines, rendant difficile la marche en raison d'incidents réguliers comme ceux-là. Inutile de dire que j'ai été soulagé lorsque le voyage s'est terminé sans aucun incident de ce type. À l'aéroport de DC, notre volume de 6 heures du matin a été retardé 3 ou 4 fois en raison du mauvais temps. Lorsque nous sommes enfin arrivés à l'aéroport de Denver, Colorado, il était environ minuit. Ce qui nous a empêchés de conduire le reste du chemin jusqu'à la maison cette nuit-là, comme nous l'avions prévu à l'origine. Je refuse d'utiliser les toilettes dans les avions à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Donc, quand nous avons atterri, j'avais besoin d'y aller. J'y suis allé avec la mère de mon ami, qui en avait également besoin. En sortant de la cabine, j'ai remarqué qu'un agent de sécurité se tenait maintenant près de la porte. Je n'avais entendu aucun autre pas entrer dans les toilettes complètement vides, ce qui m'a un peu déconcerté, mais m'a rendu assez alerte car l'aéroport vide me faisait peur. Alors, je lui ai simplement souri et me suis lavé les mains. Environ 10 secondes plus tard, le bruit de la chasse d'eau s'est fait entendre. Au lieu de la mère de mon ami, un homme à l'air effrayant portant un sweat à capuche noire est sorti de la cabine. En voyant l'employé de l'aéroport, il a baissé la tête et est rapidement sorti des toilettes. Elle l'a suivi en disant que c'était clairement marqué comme des toilettes pour femmes. À ce moment-là, probablement plus à cause de la fatigue qu'autre chose, je n'y ai pas beaucoup pensé, mais le lendemain, j'ai vraiment réalisé. Un homme en sweat à capuche noire dans des toilettes pour femmes clairement marquées avec un grand panneau. Il était minuit et l'aéroport était pratiquement désert. De plus, il est entré dans les toilettes sans faire un seul bruit, ce qui pour moi était la pire partie. Je ne pense vraiment pas qu'il ait utilisé les toilettes du tout, mais qu'il ait seulement fait semblant de tirer la chasse d'eau. Je remercie mentalement cet agent de sécurité d'avoir été là. Je pourrais très bien avoir été kidnappé, tué ou qui sait quoi d'autre. Il aurait certainement pu m'attaquer si je n'avais pas levé les yeux jusqu'à ce que l'agent de sécurité lui parle. Mais dès que je l'ai fait, j'ai ressenti une vibe très effrayante de sa part et il a clairement essayé d'éviter tout contact visuel. Un enlèvement. Manqué à l'aéroport. Je dois commencer cette histoire en disant que j'étais un enfant vraiment intelligent quand j'étais petit. À 18 mois, je connaissais toutes les paroles de The Bare Necessities du livre de la jungle et je les interprétais pour les collègues de travail de ma mère. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait appris quoi faire en cas de rencontre avec un étranger, juste que je ne devais pas leur parler. Je dois également dire que quand j'étais petit, vers 3 ou 4 ans, ma mère m'a laissé couper mes cheveux très courts, comme ceux d'un garçon, parce que je refusais de porter quoi que ce soit de féminin. De plus, comme beaucoup de jeunes enfants, je n'étais pas un bon auditeur. Pour une raison quelconque, ma grand-mère m'a emmené à l'aéroport un jour où elle s'occupait de moi. Je ne me souviens pas si mes parents étaient partis de la ville ou si nous allions chercher quelqu'un d'autre et qu'elle devait m'emmener parce que c'était son jour pour me garder pendant que mes parents travaillaient. Quoi qu'il en soit, c'était avant que la sécurité des aéroports ne devienne très stricte. Donc, nous allions à une porte pour récupérer quelqu'un ou peut-être que nous ne faisions que traîner dans le hall principal de l'aéroport et que cela ressemblait à une porte pour moi parce que j'étais beaucoup plus petit, donc tout semblait plus grand. Excusez la manque de mémoire, j'étais petit. Cependant, je me souviens clairement que ma grand-mère m'a réprimandé pour avoir avancé sans elle et m'a dit de ne plus le faire. 5 minutes plus tard, je le faisais de nouveau. J'ai couru sur un petit escalier, peut-être de 3 ou 4 marches au maximum, et soudain, un homme très grand m'a attrapé. Je me souviens qu'il sentait bizarre, qu'il avait une barbe vraiment négligée, des cheveux blonds et des yeux vraiment effrayants. Ensuite, il a commencé à courir avec moi. Je me souviens d'être resté très calme pendant toute l'affaire, car dans mon esprit, ma grand-mère était juste là et elle ne laisserait personne me faire du mal. Eh bien, elle est venue en courant derrière ce type plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger et elle criait qu'il devait me poser tout en le frappant avec son sac. Il lui a dit « Madame, calmez-vous, c'est mon fils. L'enfant que vous cherchez a dû s'échapper. » C'est alors que, étant très petit, je suis intervenu et j'ai dit « Je ne suis pas un garçon et tu n'es pas mon papa.
Maintenant, pose-moi. Le type avait l'air choqué et un peu dégoûté, et il m'a rapidement posé avant de s'enfuir en courant. Maintenant, toute ma famille a parlé de cette histoire à l'infini. Il est possible que ce type pensait vraiment que j'étais son fils, qu'il ait juste commis une erreur, ou qu'il était un pédophile qui pensait avoir attrapé un petit garçon. En général, nous avons tendance à pencher vers l'idée qu'il était un pédophile, principalement à cause de son comportement. Il n'a pas dit un mot, il m'a simplement attrapé et a essayé de partir rapidement. Ensuite, quand il est devenu clair que j'étais une fille, il s'est enfui aussi vite qu'il a pu. S'il avait été juste un homme qui avait commis une simple erreur, il serait probablement resté et se serait excusé auprès de ma grand-mère pour l'avoir effrayé et pour m'avoir pris. Une nuit terrifiante à l'aéroport de Rome. Le semestre d'automne de ma 3e année à l'université, je l'ai passé à étudier à l'étranger avec mon meilleur ami à Florence. Nous nous sommes beaucoup amusés à explorer la ville, à voir des œuvres d'art éternelles, à sortir faire la fête tous les soirs, à nous faire de nouveaux amis et à voyager à travers le pays. Avant que nous ne nous en rendions compte, 4 mois étaient passés et nous étions en route vers l'aéroport pour notre volume de retour à la maison. La nuit précédente, une énorme tempête de neige s'était abattue, ce qui est rare pour l'Italie. La ville couverte de blanc brillait divinement alors que nous la traversions en voiture, et je me souviens de m'être senti incroyablement triste de devoir partir. Bien que Noël soit dans 5 jours et que ma famille me manquait, je ne voulais rien de plus que de rester à Florence pour toujours. Ce sentiment a duré tout juste 20 minutes. L'aéroport était en complet chaos, et en entrant, nous avons découvert que notre volume avait été annulé. Mon ami a commencé à pleurer, ce qui a duré environ 13 heures, de 7 heures du matin à 8h30 du soir, que nous avons passé dans la file d'attente en essayant d'obtenir un autre volume. Finalement, nous avons obtenu des billets pour un nouveau volume, mais il partait de Rome dans 3 jours. Comme nous avions rendu les clés de notre appartement et que tous nos autres amis étaient rentrés chez eux la veille, nous étions complètement bloqués. Mon ami était complètement désemparé à ce stade, terrifié à l'idée que nous ne puissions pas rentrer à la maison pour Noël, et il n'aidait vraiment pas à décider ce que nous devions faire. J'ai donc décidé que le mieux serait de prendre un train pour Rome et de passer les 2 prochaines nuits à l'aéroport. Après 7 heures épuisantes dans le train, nous sommes finalement arrivés à l'aéroport de Rome et avons essayé de trouver un coin à revendiquer et à nous blottir pendant les 2 prochaines nuits. Nous avons trouvé un petit espace entre une rampe pour handicapés et le mur. La rampe créait une sorte de barrière et faisait un coin agréable et apparemment sûr pour nous blottir. Épuisés, nous avons poussé nos bagages au fond du coin et nous nous sommes appuyés contre eux. Après m'être assuré que mon ami allait bien, je me suis couvert avec ma veste et me suis rapidement endormi. Je me suis réveillé en sentant quelqu'un tirer sur mon pied et, pensant que quelqu'un avait accidentellement donné un coup de pied à mon chaussure en passant, je l'ai ignoré et me suis blotti davantage dans ma veste. 3 secondes plus tard, j'ai entendu un homme murmurer « Américain, Américain ». J'ai senti de nouveau un tiraillement sur mon pied. J'ai sauté sur mes pieds et j'ai vu mon meilleur ami avec sa veste enfilée et ses bagages à ses côtés, debout à côté d'un Italien très séduisant. Il avait des cheveux poivre et sel et portait un costume sombre avec une cravate couleur champagne. Sa bouche formait un sourire éblouissant, mais ses yeux ne souriaient pas avec. J'ai regardé mon ami avec perplexité, essayant de comprendre ce qui se passait et pourquoi il se tenait là avec lui. En regardant à nouveau l'homme, j'ai remarqué qu'il regardait de chaque côté et vers le garde à proximité, à environ 12 mètres d'où nous nous trouvions. Son comportement a immédiatement déclenché des alarmes dans ma tête et j'ai saisi le bras de mon ami pour l'éloigner de lui. L'homme a attrapé son autre bras et a commencé à parler très rapidement, disant qu'il travaillait pour l'aéroport et que les vols depuis Rome seraient bientôt annulés. Il a dit qu'il avait une voiture et qu'il pourrait nous emmener à Naples pour que nous puissions prendre un volume de là-bas. Il a dit que mon ami américain avait accepté de partir avec lui et que je devais aussi venir. « Américain, c'est sûr avec moi », a-t-il dit. J'ai fixé mon ami et lui ai dit en italien que nous n'étions pas intéressés par son offre et que nous attendrions notre volume. Ma main serrant toujours fermement le bras de mon ami, j'ai pris mes affaires et nous nous sommes éloignés de l'homme. Il s'est immédiatement déplacé pour nous bloquer dans le coin, ses yeux sans aucun soupçon d'humanité fixés dans les miens en disant « Américain, tu viendras avec moi ». Être acculé est une sensation étrange et avant cet incident, cela ne m'était jamais arrivé. Ma réaction a été immédiate et s'est sentie brute, animale, pleine de rage ou de terreur, ou des deux.
Je me suis jeté contre cet homme, enfonçant mes 2 poings dans son estomac. Cela l'a définitivement surpris et lui a définitivement coupé le souffle, car ses genoux se sont pliés et il est tombé au sol, entraînant mon ami avec lui. Dès qu'ils ont touché le sol, mon ami a commencé à crier et l'homme s'est empressé de se relever et de s'éloigner de nous, mais pas avant que le garde de sécurité à la porte ne l'atteigne. Dans mon état rempli d'adrénaline, j'ai commencé à répéter « Il essaie de nous emmener, il essaie de nous emmener », tandis que le garde de sécurité s'agenouillait sur le dos de l'homme pour le maintenir au sol jusqu'à ce que d'autres gardes puissent arriver. Quand ils ont maîtrisé l'homme, ils l'ont soulevé du sol pour l'emmener à ce que je suppose être la salle de détention de l'aéroport. Alors qu'il le soulevait, il m'a regardé directement avec ses yeux vides et a souri faussement en murmurant « À bientôt, Américain ». Dès qu'il a disparu de ma vue, je me suis effondré en sanglotant. J'étais si épuisé, terrifié et incroyablement en colère du fait que mon ami avait accepté de partir avec cet homme, qu'il avait pensé que c'était une bonne idée de monter dans une voiture avec cette personne qu'il n'avait jamais rencontrée et qu'il nous avait mis dans une situation extrêmement dangereuse. Quand je l'ai confronté à ce sujet, sa seule excuse a été qu'il voulait rentrer à la maison à temps pour Noël. Si j'étais parti avec lui, je ne pense pas que j'aurais pu rentrer à la maison pour un autre Noël. Une rencontre étrange à l'aéroport. Je vivais à Austin, Texas, à ce moment-là, mais j'avais pris l'avion pour Los Angeles pour le week-end. Mes amis organisent un festival de musique annuel dans un bar de motards près de Joshua Tree. Un événement assez petit comparé à quelque chose comme Coachella, où la plupart des participants sont aussi des musiciens et tout le monde se connaît. Nous avons donc beaucoup bu pendant 3 jours ou plus, et à la fin, vous avez vraiment besoin d'au moins 1 jour pour récupérer. J'étais donc en train de rentrer au Texas complètement épuisé, misérable et totalement vidé. J'avais un volume de Los Angeles à Dallas, puis un court trajet vers Austin depuis là. Je me suis assis près de la fenêtre du côté gauche, où il n'y a que 2 sièges. Dans le siège côté couloir, il y avait une femme d'âge moyen, tout à fait normale, simplement une mère texane typique. Nous avons discuté poliment pendant quelques minutes, mais je n'avais vraiment envie de rien d'autre que de me blottir contre le mur et dormir. Peu après le décollage, j'ai mis mes écouteurs et commencé à regarder un film sur mon iPod jusqu'à ce que je m'endorme. Pendant le film, j'ai pensé remarquer qu'elle essayait de regarder par-dessus mon épaule pour voir le film aussi, puis marmonnait quelque chose comme « Oh génial, ignore-moi simplement ». Cela s'est produit plusieurs fois, mais je me suis convaincu que je mal interprétais. Finalement, j'ai remarqué qu'elle écrivait furieusement dans les marges d'un livre à l'apparence usée et relié en cuir. J'ai continué à jeter un coup d'œil pour voir que tout le livre était rempli de griffonnages illisibles, et pratiquement chaque espace disponible dans les marges était rempli aussi. J'ai remarqué que c'était un livre des alcooliques anonymes, et j'ai pensé, eh bien, juste quelqu'un avec quelques problèmes. Finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé en atterrissant à Dallas. Les gens ont commencé à descendre de l'avion, et la femme n'a fait aucun effort pour commencer à ranger ses affaires ou se préparer à partir. Elle était toujours assise là, écrivant furieusement dans son livre. Comme je l'ai dit, j'étais extrêmement épuisé et quelque peu irritable, et je n'avais pas de patience pour quoi que ce soit qui prolonge le temps que je devais passer dans un avion. C'est arrivé notre tour de nous déplacer dans l'allée, et encore une fois, elle ne bougeait pas du tout. Les rangées derrière nous avaient maintenant commencé à sortir. Finalement, je lui ai dit « J'ai une correspondance à attraper, donc je dois me déplacer ici », gesticulant vers l'allée et me levant. Elle a ri, secoué la tête, m'a regardé et a dit « Oh non, tu ne vas nulle part ». J'étais tellement confus. Mon esprit était maintenant aussi vif qu'il l'avait été ce jour-là. J'ai répondu « Je t'assure que si, je vais quelque part. Je vais descendre de cet avion maintenant ». Elle a secoué la tête à nouveau et a dit « Mais tu as promis que tu ne me laisserais jamais ». Maintenant, d'autres personnes qui quittèrent l'avion regardaient aussi cet échange, tout aussi perplexes. J'ai croisé le regard de quelques personnes en lançant ce regard de « Tu peux croire ça ?» Puis je me suis frayé un chemin hors de la rangée en disant « Non, je n'ai certainement jamais dit ça. Je m'en vais maintenant. » Pendant que je me frayais un chemin, elle a soupiré et a dit « Eh bien, je suppose que je dois venir avec toi. » À ce moment-là, elle s'est levée derrière moi, laissant son sac et son livre, et toutes ses affaires dans l'avion, et m'a suivi à travers le tunnel, à travers le terminal et jusqu'à l'escalator. Cette femme me suivait de près, souriant comme une folle tout le temps. Je marchais vite, mais elle était juste derrière moi. Je ne disais rien au début,
Et mon esprit continuait de me dire « Pourquoi cela se passe-t-il maintenant de tous les jours ?» Je ne voulais vraiment pas gérer l'effondrement que cette femme avait, pas avec la façon dont je me sentais. Finalement, nous sommes arrivés à la zone d'attente pour le monorail vers le terminal suivant, où mon volume de correspondance était. Elle s'est tenue juste à côté de moi, toujours souriante. À ce stade, je lui ai dit « D'accord, sérieusement, pourquoi me suis-tu ainsi ?» Sa réponse cette fois-ci a été « Parce que je t'aime, et tu as promis que nous ne nous séparerions jamais. » J'ai ri nerveusement et regardé autour de moi les étrangers qui attendaient aussi le train, m'assurant d'annoncer à haute voix « Non, je n'ai pas promis cela. Je n'ai aucune idée de qui tu es. » Le train est arrivé, je suis monté, et bien sûr, elle m'a suivi. Maintenant, elle essayait de prendre ma main. Je me suis déplacé dans le petit wagon du train et j'envoyais des SMS à la fille avec qui je sortais à ce moment-là sur ce qui se passait et comment j'étais vraiment effrayé par cette femme. Mon téléphone était à 1% et il est mort avant que je puisse obtenir une réponse. Elle me faisait vraiment peur, cette femme. Ses yeux étaient vides. Il n'y avait rien d'autre que du vide dans son regard. Elle ne clignait pas des yeux, et avec son sourire inébranlable, elle me convainquait que ce n'était qu'une question de temps, avant qu'elle ne devienne folle et ne commence à me poignarder, ou à me pousser dans les escaliers, ou quelque chose du genre. Elle tenait toujours ma main et me suivait pendant que je me déplaçais dans le petit wagon du train. J'annonçais aux autres étrangers « Je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Sérieusement, quelqu'un peut appeler la sécurité ou quelque chose. » Mais tout le monde a répondu par le silence. Personne d'autre ne voulait s'occuper de ça non plus. Je me sentais comme si j'étais aussi le fou maintenant, en faisant des déclarations aléatoires à un train rempli d'étrangers. Finalement, nous sommes arrivés à l'autre terminal. J'ai presque couru jusqu'à ma porte, avec elle juste derrière moi, disant toujours des choses comme « Tu ne peux pas m'échapper cette fois ». J'arrive à la porte et je passe un moment à scruter la foule. Je vois une femme avec ce qui semblait être un uniforme de police et je lui dis « Excusez-moi, êtes-vous de la sécurité ou de la police ou quoi que ce soit ? Cette dame me poursuit. » Mais elle secoue simplement la tête devant moi. Tout le monde dans la foule fait de son mieux pour nous ignorer. Vous seriez surpris de voir à quel point il est difficile de trouver la sécurité ou la police dans un foutu aéroport de nos jours quand on en a vraiment besoin. Finalement, je m'approche du comptoir et j'interromps sans vergogne les gens qui sont là, faisant de mon mieux pour garder mon calme. Je fais un demi-sourire et j'explique. « Bonjour, cette femme juste ici à mes côtés, je n'ai aucune idée de qui elle est et elle me suit depuis un bon moment. » Les agents se mettent à rire. L'homme fait un commentaire du genre « Longues vacances, hein ?» Je réponds « Oui, vraiment, en quoi puis-je vous aider ?» La femme folle rit avec eux, roulant des yeux à mon affirmation que je ne la connaissais pas. J'ai ri, secoué la tête et dit « Non, sérieusement, je n'ai aucune idée de qui est cette femme. » Finalement, ils ont vu le désespoir dans mes yeux et la gravité de mon ton, et leurs sourires ont disparu. « Nous pouvons voir vos cartes d'embarquement ?» Je leur ai tendu la mienne. Elle a sorti la sienne de sa poche, tout en continuant à expliquer qu'elle était sur mon volume précédent, qu'elle avait même laissé son sac dans cet avion, tout le chemin dans l'autre terminal. Les agents ont discuté entre eux à voix basse pendant un moment, tandis que j'ignorais complètement la femme, repoussant sa main chaque fois qu'elle essayait de tenir la mienne pour la 100e fois. Les agents ont passé quelques appels rapides et à voix basse, puis sont revenus et ont simplement dit « Viens avec nous ». Ils m'ont immédiatement emmené à travers la porte et l'ont fermé au visage de ma poursuivante et m'ont fait monter dans l'avion environ 10 minutes avant tout autre passager. Au fur et à mesure que le personnel passait, chacun offrait une nouvelle excuse. Finalement, les autres passagers sont montés à bord et tous me lancèrent des regards en passant par ma rangée, certains de sympathie, d'autres de pure confusion. L'homme assis derrière moi a demandé « Eh mec, c'était quoi ça ?» Je lui ai donné la version courte, et il m'a dit qu'elle avait eu une crise totale dès qu'elle montait dans l'avion, criant, s'arrachant les cheveux, frappant des pieds. Ils l'ont emmenée menottée. « Tu ne la connaissais vraiment pas ?»« Non, ai-je dit, je ne la connaissais pas. » Jusqu'à aujourd'hui, je me demande encore tout le temps ce qui se passait avec cette femme. Je n'ai raconté cette histoire qu'à quelques amis parce que c'est tout simplement incroyable. Je n'ai jamais reçu aucune autre information sur l'incident. Je n'ai jamais su qui elle était ou pourquoi elle pensait que je lui avais promis quelque chose, et encore moins une compagnie éternelle et de l'amour.